Le but est de créer votre première application événementielle par vous-même. Alors pour cela, il faut que vous ayez vu tout de même la vidéo base de la programmation numéro 60, donc la précédente, qui donne les bases de la programmation événementielle pour au moins savoir créer une interface et gérer quelques événements. Écoutez aussi quelques conseils que je vais vous expliquer tout de suite avant de démarrer l'application, puisque vous avez sous les yeux l'interface que l'on attend. Alors en fait, on va tout simplement faire le nombre caché, mais cette fois-ci en version événementielle, alors qu'on l'avait déjà fait dans base de programmation numéro 1 en version classique, procédurale. Donc ça va être évidemment plus ergonomique, plus facile à utiliser. Alors vous voyez, on va avoir donc une zone de saisie qui va servir aussi bien pour le premier joueur qui va saisir le premier nombre entre 1 et 100. D'ailleurs, il y aura marqué valeur entre 1 et 100 à ce moment-là. Puis quand il cliquera sur OK, on verra marqué essai entre 1 et 100. Ce sera le deuxième joueur qui viendra et qui pourra saisir des essais, et à chaque fois qu'il clique sur OK, il aura ici le numéro d'essai qui va s'afficher, et puis la valeur qu'il vient de saisir, et un message qui lui dit si sa valeur est trop petite ou trop grande. On rajoute un bouton rejouer qui permet de à tout moment recommencer le jeu, donc repasser la main au joueur numéro 1, et qui sera automatiquement proposé lorsque la personne aura trouvé, où on marquera bravo, vous avez trouvé, et à ce moment-là on invite à cliquer sur ce bouton. On ne pourra pas passer au joueur numéro 1 tant qu'on n'aura pas relancé le jeu. Et puis le bouton quitter. Je vous donne ici quelques informations sur la configuration de base de l'interface. Alors avant de démarrer, il faut quand même que je vous explique deux petites choses qui vont être utiles dans cet exercice et qui n'étaient pas expliquées dans l'exercice précédent, dans l'exemple précédent de la vidéo 60. C'est d'abord, vous allez avoir besoin de variables globales. Effectivement, une fois que vous aurez saisi la valeur à chercher, vous avez besoin de la mémoriser d'une façon globale pour pouvoir l'utiliser dans différentes méthodes événementielles. Et puis, idem pour le nombre d'essais. Alors, pour déclarer une variable globale, comment on fait? En fait, alors déjà, il faut accéder au code de l'interface. Alors, on avait vu dans la vidéo précédente qu'en double-cliquant sur un objet graphique qui crée automatiquement l'événement, il allait dans le code. On peut décider d'aller dans le code sans forcément créer un événement. Donc là, il suffit de faire un clic droit sur l'interface et vous voyez, vous pouvez afficher le code. Donc là, on va arriver dans la partie code. Et dans la partie code, vous retrouvez la classe form 1, la partial class form 1. Pour déclarer des variables globales, ce sont en fait des propriétés de la classe. Donc il suffit de les mettre juste en dessous de la déclaration de la classe et surtout pas dans une méthode de la classe. Donc là, il suffit de faire par exemple int nbsc et votre NBSC sera visible partout dans tous les modules de la classe. Alors normalement, on précise la portée de la variable, on appelle ça une propriété, puisque c'est une propriété de la classe. La portée, c'est soit private, soit public, on va dire. Alors, private, ça veut dire que ce n'est accessible que dans la classe. Bon, de toute façon, vous n'allez l'utiliser que dans la classe. Si vous mettiez public, on pourrait y accéder à l'extérieur de la classe. Bon, vous n'avez pas trop à vous poser la question pour le moment, puisque vous n'allez travailler qu'avec une seule classe. Donc voilà comment vous allez pouvoir déclarer une variable globale, qui est donc une propriété de classe, et qui sera accessible dans toutes les méthodes. De même, vous aurez peut-être besoin de créer des modules non événementiels, c'est-à-dire des modules que vous créez vous-même, qui ne sont pas déclenchés par un événement, mais par contre que vous allez pouvoir utiliser plusieurs fois. Ça va vous permettre d'optimiser le code. Donc pour déclarer un module non événementiel, ça va se faire exactement comme vous faisiez jusqu'à maintenant, c'est-à-dire que vous allez pouvoir préciser le type de retour. Alors, vous pouvez le déclarer aussi en private puisque c'est utilisé que dans votre classe. Et puis, par exemple, si c'est un module qui ne retourne rien, vous mettrez void et puis le nom du module, donc module, entre parenthèses les paramètres, et puis accolade. Et à l'intérieur, vous mettrez les informations. Donc, la déclaration d'un module non événementiel se fait exactement comme vous l'aviez vu jusqu'à maintenant dans la programmation procédurale. Et l'avantage, c'est qu'à l'intérieur d'un événement, vous pourrez appeler votre module, ça va permettre donc d'optimiser le code. Voilà, c'était les informations de base que je voulais vous donner avant de commencer le programme. Là, vous avez normalement tous les éléments. Essayez de coder cette application par vous-même
Et ensuite, ben, vous allez pouvoir suivre donc les explications de la correction. Alors, pour pouvoir gérer ce programme, alors je vais déjà enlever là les exemples que j'ai donnés, c'était juste pour vous aider à démarrer ce programme. Alors, on va commencer tout de suite par la création de l'interface. Encore une fois, je vais faire étape par étape et je vais vraiment créer l'interface devant vous. J'irai un petit peu plus vite dans les vidéos suivantes, mais là c'est la première fois, enfin c'est la deuxième fois qu'on crée une interface, mais bon, il y a des nouveaux objets, j'aimerais vous les montrer, les groupes, et puis d'une manière générale, vous en êtes au début, donc que je vais quand même essayer de détailler la création de cette interface. Dans le tableau que j'ai affiché ici, je précise donc les noms qu'on retrouve ici, les noms des objets graphiques avec leur type, donc ça vous aidera à les trouver dans la boîte à outils, et puis avec éventuellement les propriétés qu'il faut initialiser dès le début du programme, sachant que la plupart des propriétés, on va les modifier à l'intérieur du code. Alors c'est parti, alors j'utilise un nouvel objet par rapport à la vidéo précédente, c'est l'objet de groupe, le group box, qui permet de regrouper des objets, donc ça rend une présentation plus jolie, mais ça ne sert pas qu'à ça. On peut, vous voyez, mettre du coup un texte au group box. Ça sert aussi à regrouper des boutons radio, quelque chose qu'on verra dans des vidéos ultérieures. Donc je vais créer déjà mes deux groupes, donc j'utilise les group box qui sont des conteneurs. Donc je vais dans conteneur et je prends group box, et là je vais créer donc le premier group box. Alors on me demande de l'appeler GRP valeur, donc je lui donne le nom, alors je vais prendre dans l'ordre alphabétique GRP valeur. Voilà. Alors en ce qui concerne l'intitulé, ça c'est quelque chose que je gérerai directement dans le programme, puisque un coup ça sera valeur entre 1 et 100, et un autre coup ce sera essai entre 1 et 100. Je vais tout de suite créer le deuxième group box, qui lui s'appelle GRP réponse. Donc, GRP réponse, et lui aussi l'intitulé, ce sera essai numéro 1, essai numéro 2, donc ça va changer à chaque fois. Voilà, alors à l'intérieur de chaque group box, il y a à l'intérieur de celui-là, il y a une zone de texte et un bouton, donc je vais ajouter la zone de texte, donc un text box ici. Je le mets à l'intérieur et je l'appelle txt valeur. Donc c'est là-dedans qu'on va saisir la valeur et les essais. Alors qu'est-ce qu'on me dit sur texte des valeurs? Il faut le mettre en texte à ligne right et en texte tab index 0. Alors texte à ligne, voilà, je mets en right. Et le texte index est déjà 0. Alors le tab index, pardon, il est déjà à 0. Le tab index, c'est pour, d'ailleurs si je me mets dessus, vous voyez, détermine l'index de ce contrôle dans l'ordre de tabulation. C'est-à-dire que quand on utilise la touche tabulation dans une zone graphique, en fait on passe d'un objet à un autre automatiquement sans avoir à se positionner et à cliquer avec la souris. Donc par défaut, le curseur sera placé, on parle du focus, il sera placé sur l'objet, sur la zone de texte. Et d'ailleurs, je précise que dans le groupe, le GRP valeur, je demande aussi que le tab index soit à 0 pour qu'il se mette dans ce groupe et au niveau du groupe dans ce texte. Et effectivement, le GRP valeur, si je regarde le tab index, il est bien à 0, donc c'est parfait. Vu que c'est le premier que j'ai créé, il le met automatiquement à 0. Ok, donc là j'ai ma zone de texte, j'ai changé son nom, j'ai changé son alignement, et maintenant je vais mettre le bouton, donc button, et ce bouton je le mets ici. Alors on verra sa taille après. Donc ce bouton, je dois l'appeler BTN, BTN validé. Donc BTN validé. Alors, qu'est-ce que je dois faire de particulier sur ce bouton? Il faut juste que je mette le texte à OK. Donc, je mets texte à OK. Et évidemment, je vais un petit peu le positionner correctement. Donc, voilà, il me paraît à peu près correct. Il est juste peut-être un peu haut et un peu large.
va le déplacer un petit peu. Voilà, à peu près. Alors maintenant, je vais rajouter le label, le LBL message. Donc c'est un label. Donc un label, c'est une zone dans laquelle normalement on ne peut pas se saisir. C'est juste pour afficher un message. Alors, il s'appelle LBL message. Il va être modifié par programme à chaque fois pour afficher si c'est trop grand, trop petit, etc. LBL message, apparemment, j'ai rien de particulier à faire. Alors, ne vous soyez pas étonnés que je laisse son contenu. De toute façon, il sera modifié automatiquement dans le programme. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? 2 boutons. Alors, je vais juste déplacer un peu ce groupe pour qu'il soit un peu mieux aligné par rapport à l'autre. Voilà. Donc, je vais rajouter un premier bouton qui me permet de rejouer. Donc, ce bouton, il va être mis ici. Alors on va faire au niveau de taille, on va faire un petit peu comme la dernière fois, je crois que c'était 45. Alors 45 en hauteur, 45 en largeur. Voilà. Et je vais faire la même chose pour le deuxième bouton. Donc un deuxième bouton. Là, normalement, si je m'aligne sur le premier, il devrait être bon en largeur. Pas tout à fait. Donc 45, 45. Alors normalement, si je me positionne bien, j'aimerais bien que ce soit un peu plus aligné. Voilà. Ok. Et celui-là, j'aimerais bien qu'il soit aligné aussi par là. Ok. Alors, ce premier bouton, ça va être BTN rejoué. Donc je l'appelle BTN rejouer. Voilà. Est-ce qu'il y a des choses particulières à faire dessus? Oui, il faut y ajouter une image. Bon, alors les images, vous récupérez des images sur internet ou enfin ce que vous voulez. Hein. L'idée c'est juste de... Ou alors vous mettez juste du texte. Hein. C'était plus pour vous montrer qu'on pouvait, on l'a vu dans la vidéo précédente, qu'on pouvait rajouter des images. Donc là, je dois vider la zone de texte. Donc le button 1, je le supprime. Et au niveau image, alors image, voilà, je clique sur les 3 petits points. Donc là, il me propose d'importer une image. Je fais importer. Je vais récupérer donc cette image. Et cette image, je fais OK. Et il va l'insérer, vous voyez, dans le bouton. OK. Alors, en ce qui concerne, le bouton est peut-être un peu petit, non, c'est bon. Alors, en ce qui concerne le deuxième bouton, il s'appelle BTN quitter. Donc là, BTN quitter. Pareil, je vide la zone de texte. Donc là, et puis je vais sur image et je sélectionne. Donc, importer, je vais récupérer cette image. Donc là, vous voyez que il me les met dans les ressources à chaque fois hein, du projet. Donc, il n'a pas un chemin en dur pour aller chercher l'image, ne vous inquiétez pas, à chaque fois c'est intégré directement dans le projet. Je fais OK, et là j'ai l'image ici. Bon, il me reste à redimensionner un petit peu la Voilà, à peu près. La fenêtre, on me demande de l'appeler FRM nombre caché. Donc, vous voyez, j'ai cliqué sur la fenêtre pour sélectionner. Je suis bien sur forme 1. Et là, je l'appelle FRM nombre caché. Vous remarquez que j'évite dans tout ce qui est nom de variables, etc., de mettre des accents. C'est pas que ça marche pas, mais suivant les langages, suivant les systèmes d'exploitation, on peut avoir des surprises. Alors évitez les accents dans tout ce qui est nom de modules, de variables, enfin tout ce qui est technique. Par contre, dans le texte, vous voyez là, je demande de mettre le texte nombre caché avec un accent. Ça, c'est pas du tout, ça pose pas de problème puisque c'est du texte simplement. Donc nombre caché. Voilà, et on a nombre caché qui s'affiche. Donc du coup, cette fenêtre, j'en ai plus besoin. Voilà. Donc mon interface est terminée. Il n'y a plus que, évidemment, maintenant à coder. Alors, je vais tout de suite commencer par ces fameuses déclarations globales dont je vais avoir besoin. Donc, je fais clic droit sur la fenêtre, je fais afficher le code. En même temps, j'aurais pu directement basculer
sur la fenêtre de code qui était déjà ouverte. Et puis donc là, je vais déclarer mes propriétés qui sont les variables globales de la classe. Alors, j'ai besoin, on l'a vu tout à l'heure, de mémoriser le nombre d'essais puisque celui-là va être au fur et à mesure modifié au fur et à mesure des essais. Donc, le nombre d'essais doit être mémorisé de type int. J'ai besoin de mémoriser aussi la valeur à chercher. Donc, valeur à chercher. Voilà. Et puis, l'air de rien, si on revient sur la fenêtre, vous savez qu'il va y avoir deux phases dans le jeu. Au début, ce deuxième groupe ne sera pas affiché. Il y aura marqué valeur entre 1 et 100. Le premier joueur va saisir une valeur, va faire OK. Une fois qu'il aura fait OK, on va passer à la phase 2 du jeu. C'est-à-dire que ce sera le deuxième joueur, il y aura marqué essai entre 1 et 100. Il va saisir un essai et il fera OK. Donc, il faut que quand l'utilisateur clique sur OK, nous, il faut qu'on sache si on est en phase 1 ou en phase 2. Il faut qu'on sache si c'est le premier joueur qui est en train de jouer, parce qu'on ne va pas faire les mêmes choses si c'est le premier joueur ou le deuxième joueur. Et là, pour le coup, on va avoir besoin d'une autre variable globale qui va être la phase du jeu, pour savoir si on est en phase 1 ou en phase 2. Donc, je vais déclarer une propriété phase qui va passer donc de la valeur 1 à la valeur 2. Voilà, là j'ai mes propriétés de la classe, les variables globales que je vais pouvoir utiliser à peu près partout dans le programme. Alors je vais commencer par simple, je vais commencer par coder le bouton quitter, puisque ça on l'a déjà vu dans l'exemple précédent. Donc je vous rappelle que pour pour déclarer une méthode événementielle, il suffit de double-cliquer sur le bouton si on veut la méthode événementielle classique. Donc sur un bouton c'est le clic, sur une zone de texte c'est le change. Enfin, vous vous rappelez, il y a les événements classiques dans quasiment tous les cas, c'est l'événement classique qui vous intéresse, mais on verra des cas où on peut s'amuser à faire l'événement, par exemple quand on passe la souris au-dessus d'un objet graphique. Et là, il faudra aller ici, dans la partie événements, où vous avez tous les événements que vous pouvez gérer sur les objets graphiques. Donc là, je double-clique simplement, il me génère automatiquement la procédure événementielle. Alors je vous rappelle que c'est bien de mettre automatiquement le cartouche, donc clic sur bouton quitter et ferme la fenêtre tout simplement. Alors c'est quelque chose qu'on a déjà vu dans l'exemple précédent. Il faut passer par la classe application et appeler la méthode exit, permet tout simplement de fermer la fenêtre. Alors normalement, dès que vous écrivez une méthode événementielle, c'est bien de la tester. Bon là, on va éviter de le faire parce qu'on sait déjà que ça marche comme ça. Mais quand on fera après d'autres méthodes événementielles, on testera le fonctionnement des méthodes. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de méthodes non événementielles qu'on peut gérer. Et effectivement, ça peut être sympathique. On va en faire tout de suite une. On aurait pu le voir plus tard, se dire, tiens, ça serait bien d'optimiser et créer une méthode non événementielle. Mais on va en faire tout de suite une pour que vous voyez l'intérêt et comment l'utiliser. Alors, si je reviens au design, il y a un truc qui va se faire régulièrement, c'est effacer cette zone et remettre le curseur dans cette zone. Pourquoi? Parce que lorsque le premier joueur va jouer, il va saisir, la première valeur et va faire OK. Il faut tout de suite effacer la zone et mettre le curseur pour que le deuxième joueur n'ait plus qu'à saisir une valeur. Et lorsque le deuxième joueur va jouer, eh bien, à chaque fois qu'on va cliquer sur OK, pareil, la zone doit s'effacer et le curseur doit être remis dedans après avoir affiché trop grand, trop petit, vous avez gagné. Donc le fait d'effacer le TXT valeur et de remettre son curseur à cette position-là, c'est quelque chose qu'on risque d'avoir besoin plusieurs fois. Alors pourquoi pas ne pas créer dans le code une procédure non événementielle qu'on va appeler efface, donc c'est une procédure, elle retourne rien, on l'appelle efface, elle reçoit aucun paramètre, et dedans, l'idée c'est, alors je vais tout de suite mettre le cartouche, donc là, permet de vider la zone de saisie et de repositionner le curseur pour qu'on soit prêt à ressaisir une information. Donc là,
à l'intérieur, je commence par vider la zone de saisie. Donc c'est txt valeur, sa propriété texte. Je lui affecte tout simplement une chaîne vide et je me repositionne dessus. Alors, pour positionner le curseur sur un objet graphique, il faut appeler la méthode focus, tout simplement. Alors, si vous faites focus sur un objet graphique, le curseur se positionnera à cet endroit-là. Donc là, si je teste l'application, je ne verrai rien parce que la méthode efface n'est pas une méthode événementielle. Donc pour le moment, elle est appelée par personne, donc pour le moment, elle n'est jamais exécutée. Donc on verra à quel moment elle peut nous servir. Alors maintenant, on va commencer à réfléchir sur vraiment les événements du programme. Donc quand la personne, le premier joueur arrive, il faut qu'il puisse saisir, et quand je clique sur OK, quand il clique sur OK, eh bien on passe au deuxième joueur. En fait, dès le début du jeu, il faut qu'on sache sur quel joueur on est. Alors je pourrais initialiser mes variables globales dès le début. Je pourrais aussi faire des choses directement au chargement de la fenêtre. Et ça, c'est un événement aussi. C'est-à-dire que si je me mets sur forme 1, sur nombre caché ici, et que je double-clique, eh bien il se passe des choses. Vous voyez, il me crée une procédure événementielle qui se fait dès le chargement sur le load de la fenêtre. Donc là, c'est surchargement, donc le chargement de la fenêtre. Voilà. Et là, on va dire ce qui se passe quand on est à la phase 1. Il va se passer des choses. Donc, ou plutôt, surchargement de la fenêtre, il faut plutôt initialiser un certain nombre de choses de façon, donc initialisation, de façon à pouvoir démarrer, pour démarrer la phase 1. Donc là, au chargement de la fenêtre, la phase prend la valeur 1, puisqu'on est au niveau du premier joueur qui va s'occuper de saisir la première valeur. On peut même appeler efface, donc la méthode efface, non événementielle que je viens de décrire. Donc ça va automatiquement effacer, bon normalement la zone est effacée dès le début, mais ça va positionner le curseur dessus. Et puis, on va tout de suite aussi mettre valeur entre 1 et 100. Alors, je reviens à l'aspect graphique. Vous voyez, au niveau du nom, enfin du texte du groupe box 1, je veux qu'il y ait marqué valeur entre parenthèses entre 1 et 100. Donc là, c'est le groupe box valeur, la partie texte que je vais tout de suite initialiser avec valeur. Donc, je vais mettre entre 1 et 100, voilà, donc ça s'affichera automatiquement dès le début. Et puis le deuxième groupe box, le GRP réponse, je veux pas qu'il soit visible pour le moment, donc ça c'est la propriété visible, et il suffit que je la mette à false. Voilà, donc là, au démarrage, il va se passer tout ça au moment du chargement de la fenêtre, et à partir de là, eh bien, je vais pouvoir saisir le premier nombre et cliquer sur OK. Alors, on va tester quand même pour voir si au démarrage, il se passe bien ce qu'on a demandé. Alors, effectivement, on voit, vous voyez, valeur entre 1 et 100, ça a été fait par programme. Et puis, bon, là, j'ai cliqué, évidemment, il ne fallait pas, mais le curseur était bien positionné dans la zone de texte. Et vous voyez que le deuxième groupe box n'est pas visible. Donc pour le moment, je suis à la première phase, à la phase où je vais pouvoir rentrer un nombre et ensuite cliquer sur OK. Alors évidemment, là, il ne se passe rien puisque je n'ai pas encore codé le bouton OK. Par contre, j'ai codé le bouton quitter, donc si je clique sur quitter, vous voyez, on sort bien de l'application. Donc maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est justement de coder ce qui se passe derrière ce bouton. Donc je double-clique sur le bouton pour pouvoir créer la méthode événementielle. Donc là, au niveau cartouche, donc c'est clic sur OK, et là il va y avoir deux cas, soit c'est le premier joueur, donc soit si je suis en phase 1, eh bien qu'est-ce qui va se passer? Je vais d'abord contrôler le nombre, parce que le nombre qui a été saisi, il faut que je contrôle d'abord que c'est bien un nombre et qu'il est bien entre 1 et 100, et si c'est le cas, on passe en phase 2, et passage en phase 2 du jeu.
Et dans le cas où je suis en phase 2, eh bien on verra après ce qu'on fera dans le cas de la phase 2. Pour le moment, on ne va pas s'en occuper. Alors, puisque donc là, on est d'accord que la première chose que je vais faire, c'est effectivement essayer de récupérer la valeur qui a été saisie. Donc, j'ai besoin de déclarer une variable int, valeur, et cette valeur, je vais lui affecter la récupération de txt_valeur.text, c'est-à-dire la valeur qui a été saisie. Alors évidemment, il ne va pas être content, c'est normal parce qu'il me dit impossible de convertir implicitement en string en int. Alors ça, c'est quelque chose que vous connaissez très bien, on l'a vu dans la programmation procédurale. Il faut que je fasse un in.parse pour pouvoir changer le txt_valeur.text qui, même si j'ai saisi un nombre, c'est quand même sous la forme d'un texte, donc pour pouvoir l'insérer dans valeur. Et à partir de là, eh bien, déjà, le premier problème qui peut se poser, c'est peut-être que je n'ai pas saisi un nombre. Et là, ça va planter. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on a appris à faire. On a appris à faire un try-catch pour pouvoir capturer l'erreur. Donc, je fais un try. Et en dessous, je vais faire l'accolade fermante pour pouvoir mettre le catch. Alors, je vous rappelle que le catch, c'est en fait un module, un petit module qui reçoit un paramètre exception, alors je vais l'appeler E, et puis derrière je peux mettre donc des accolades à l'intérieur desquelles je peux mettre ce que je veux. Alors qu'est-ce que je peux mettre justement à l'intérieur des accolades? Ben, ce que j'ai envie, c'est que si la personne a saisi quelque chose d'incorrect, bon, alors je pourrais lui mettre un message, lui afficher un message, mais sans cela, il suffit que je réefface la zone de texte et que je repositionne le curseur. Et ça, c'est quelque chose que je fais déjà dans mon module efface. Donc il suffit que j'appelle efface. Donc là, je ne fais rien d'autre, hein. Si jamais il a saisi quelque chose d'incorrect, je ne fais rien d'autre que d'effacer la zone de texte et de remettre le curseur dedans pour le pousser à saisir une autre valeur. Donc, vous voyez, c'est exactement ce que je veux. À la suite du try, je vais continuer à faire un certain nombre de choses, c'est-à-dire je vais continuer à tester valeur, à faire mes traitements. Donc il ne fera la suite du try, la suite du contenu, que si ici il n'y a pas eu d'erreur. Donc dès qu'il tombe sur une erreur quand il est dans un try catch, il arrête l'exécution de la suite et il va dans le catch. Donc qu'est-ce que je veux faire dans un premier temps? Je veux contrôler que la valeur est bien entre 1 et 100. Donc je vais rajouter un if et je vais regarder si valeur est supérieure ou égale à 1 et valeur inférieure ou égale à 100. Et bien là, c'est bon, on pourra continuer les traitements. Donc là, je peux peut-être préciser contrôle de la valeur. Voilà. Par contre, si jamais la valeur n'est pas correcte, c'est-à-dire si effectivement j'ai pas saisi une valeur entre 1 et 100, et bien qu'est-ce que je fais? Le but, c'est à nouveau d'effacer la zone et de repositionner le curseur. Donc, vous voyez que cette petite méthode efface qu'on a créée et qui contient 2 lignes de code, elle contient peut-être que 2 lignes de code, mais régulièrement on en a besoin. Donc c'est quand même bien pratique de l'avoir créée. Donc là, pour le reste du code, je vais le mettre ici. C'est-à-dire que si j'ai bien une valeur entre 1 et 100, alors à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, puisque je viens de cliquer sur le bouton OK, il faut que je me pose la question, puisque vous voyez, on a fait phase 1 ou phase 2, il faut que je me pose la question si je suis en phase 1 ou phase 2, parce que je ne vais pas faire les mêmes choses. Donc, quelle phase du jeu, hein, puisque suivant la phase, on ne va pas faire les mêmes choses. Donc, si la phase est égale à 1, donc j'en suis au premier joueur hein, qui vient de saisir une valeur et qui a saisi une valeur correcte. Donc là, il y aura ensuite un else pour gérer la phase 2. Donc là, je peux mettre le premier joueur a saisi la valeur. Et là, j'en suis à le second joueur a saisi un essai. Et on verra après ce qu'on doit faire dans cette partie-là.
Donc si le premier joueur a saisi une valeur, donc je suis en phase 1, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il faut que je mémorise la valeur qu'il a saisie pour pouvoir l'utiliser, la réutiliser après. Donc je vous rappelle qu'on a déclaré tout en haut une propriété qui s'appelle valeur à chercher, qui va servir pour mémoriser cette valeur qui a été saisie. Donc dans valeur à chercher, je vais lui affecter valeur. Voilà. À partir de là, eh bien, je vais passer en phase 2, puisque le premier joueur a terminé son jeu. Donc phase prend la valeur 2. Et puis, il faut que je réefface la zone, que je me repositionne. Alors, j'ai plusieurs choses à faire, puisqu'il faut aussi faire apparaître, enfin, on va éventuellement faire apparaître le deuxième groupe pour pouvoir marquer les essais, etc. Alors, déjà, ce qui est sûr, c'est que je veux que le nombre d'essais qui est la variable globale qui va compter le nombre d'essais, il soit initialisé à 0, hein, puisqu'on va l'incrémenter à chaque fois qu'il va essayer de saisir une valeur et qu'on va la comparer. Ensuite, vous savez que le message dans groupe valeur, le message qu'on avait affiché et qui devait, alors texte, voilà, qui devait, il y avait marqué valeur entre 1 et 100, cette fois-ci je veux qu'il y ait marqué essai. Hein, puisqu'on saisit un essai, et encore une fois, entre 1 et 100. Oups, voilà. Donc là, on a déjà ça de fait. Ensuite, donc la zone de texte doit être effacée et le curseur doit être placé au bon endroit. Donc j'appelle tout simplement ma méthode efface pour pouvoir se positionner correctement. Alors j'afficherai le groupe de réponse. Alors, je pourrais l'afficher dès maintenant, mais si je l'affiche dès maintenant, il faut quand même que je vide les zones. Alors, je l'afficherai plus tard, pourquoi pas. Donc là, déjà, on va voir si les choses se passent correctement par rapport à tout le code qu'on a déjà écrit. Donc, si je fais démarrer, on va voir si ça fonctionne correctement. Ah, alors il y a des erreurs de build, donc ça veut dire que effectivement, alors c'est bien qu'il y en ait parce que ça va nous permettre de voir comment on gère ce genre de choses. Donc ça veut dire que, vous voyez, il me propose, voulez-vous continuer d'exécuter le dernier build réussi? Il faut évidemment jamais dire oui. Il faut toujours répondre non parce que sinon, vous allez exécuter la version qui marchait avant que vous fassiez les modifications de code. Or, ce que vous voulez, c'est justement corriger vos erreurs pour pouvoir passer l'exécution. Alors je vais cliquer sur non, et là, en bas, il me marque l'erreur et vous voyez, il me met aussi un point rouge ici qui me permet de voir l'erreur. Donc si je vais dans la zone, vous voyez là, j'obtiens effectivement l'erreur et il me dit que je me mette ici ou en bas, impossible de déclarer une variable locale ou un paramètre nommé E dans cette portée car ce nom est utilisé dans la portée locale englobante pour définir une variable locale. Alors effectivement, si je remonte tout en haut, je m'aperçois que j'ai déjà un E ici qui est déclaré en paramètre de btn validé clic. Donc c'est pas E, il faut que je l'appelle autrement. Alors je vais l'appeler EX pour exception. Et là normalement, vous voyez, il ne met plus d'erreur. Alors évidemment, en bas, pour le moment, je n'ai aucune information nouvelle. Donc si je refais démarrer, à ce moment-là, là, il démarre parce qu'il ne trouve plus d'erreur particulière et je vais pouvoir voir l'exécution. Alors la fenêtre s'est ouverte. Ça nous permet de voir au passage qu'on n'arrive pas à voir correctement le nom complet de la fenêtre. Bon, ça, il suffira d'agrandir un petit peu la fenêtre, c'est pas très méchant. Ensuite, là, je suis dans la première phase, donc là, vous voyez que je suis prêt à saisir une information. Donc là, je vais saisir par exemple 45 et pour le moment, il y a marqué valeur entre 1 et 100. Donc si je fais OK, regardez, la zone s'est effacée, le curseur s'est positionné correctement et maintenant il y a marqué essai entre 1 et 100. Donc alors on ne voit pas le fait que j'ai initialisé le nombre d'essais, que j'ai initialisé la valeur à chercher, mais il n'empêche qu'on voit qu'il s'est passé quand même des choses correctement. Alors si je relance, donc je quitte et je vais relancer l'application, on va essayer de faire des erreurs pour voir si les erreurs ont été correctement gérées comme on l'a vérifié au niveau de notre code. Donc la fenêtre s'est à nouveau ouverte. Si je rentre une lettre par exemple et que je fais OK, vous voyez la zone s'efface, je suis toujours à valeur, hein, je ne suis pas passé à essai,
Donc ça veut dire que je suis toujours au premier joueur. Et si je rentre une valeur trop grande et que je fais OK, pareil, la zone s'efface et je suis toujours à valeur. Il faut que je rentre une valeur correcte pour que je passe à la deuxième phase et je passe à essai. Donc pour le moment, ce qu'on a fait fonctionne correctement. Il y a juste, on a vu qu'on voulait agrandir un tout petit peu la zone d'affichage pour pouvoir voir un peu plus le titre. Alors ça, c'est rien du tout. Voilà, bon, après je pourrais agrandir les zones de groupe, etc. Bon, ça c'est pas très important. Donc là, maintenant, on est bien positionné pour pouvoir continuer et gérer la phase 2. Alors au niveau de la phase 2, ben, ça va être le else hein, de ce test-là. Alors je vous rappelle qu'on est dans la procédure événementielle du clic sur le bouton valider et on avait vérifié les valeurs. Alors du coup, la valeur saisie va être aussi contrôlée entre 1 et 100 et si c'est bien une valeur numérique pour la phase 1 comme pour la phase 2. Donc au niveau de la phase 2, donc si le second joueur a saisi un essai, voilà, donc une fois qu'il a saisi un essai, eh bien qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va d'abord contrôler tout simplement la valeur qu'il a saisie avec la valeur qui est à chercher. Donc il suffit que je fasse if valeur, donc la valeur saisie est égale à la valeur à chercher. Alors si c'est égal, ben, ça veut dire qu'il a trouvé. Donc dans ce cas-là, je vais modifier le message qui doit s'afficher. Donc ça c'est dans lbl message.text. Je vais lui affecter bravo. Et je vais mettre la valeur. Hein, c'était bien. Et je vais coller derrière la valeur qui se trouve dans valeur à chercher. Voilà. Donc ça, c'est dans le cas où il a effectivement trouvé. À partir de là, bon, on verra les autres choses à faire éventuellement. Ensuite, dans le cas où il n'a pas trouvé, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va se poser la question si la valeur est trop grande ou trop petite, parce qu'on va afficher un message différent suivant le cas. Donc, je vais comparer valeur toujours à valeur à chercher. Je vais regarder si, par exemple, la valeur est trop grande. Et à ce moment-là, bien, je vais lui afficher dans lbl message.text. Je vais lui dire que c'est trop grand. Donc je vais lui mettre valeur, la valeur hein, qu'il a saisie. Et derrière, je vais lui mettre est trop grand. Je vais y arriver, voilà. Et dans le cas contraire, donc dans le else, j'ai même pas besoin de retester valeur à valeur à chercher. Hein. Si on est dans ce else là, c'est que forcément valeur est inférieure à valeur à chercher. Donc du coup, je vais modifier le lbl message.text et je vais mettre est trop petit. Ok. Donc là, à la sortie de ce test là, il faut que j'affiche les différentes informations. Donc, affichage du message et du nombre d'essais. Alors, pour faire ça, il faut déjà que j'incrémente mon nombre d'essais. Donc, NBSC, je l'incrémente, hein, puisque je l'avais initialisé à 0. Donc, à chaque essai, il faut qu'il soit incrémenté de 1. Et à partir de là, qu'est-ce qui va se passer? Ben, j'ai besoin de remplir au niveau du groupe grp réponse.text. J'ai besoin de lui afficher justement ce nombre d'essais. Donc je vais lui préciser essai numéro et derrière je mets NBSC. Voilà. Le label qui est dans le groupe a été rempli, il ne me reste plus qu'à afficher le groupe. Donc il suffit que je fasse grp réponse.visible égale trou. Alors en réalité, il va le mettre à trou une fois et puis il va rester à trou. C'est quelque chose que j'aurais dû faire dès le début. Ceci dit,
bon, ça, je pourrais le mettre à false au début de la saisie de chaque essai, de façon à ce que ce soit propre, mais ça va être tellement rapide qu'on ne le verra pas, hein, mais effectivement, ça peut être... on va voir l'évolution de l'affichage du nombre d'essais et du message au fur et à mesure, et ce n'est pas grave qu'ils le mettent à trop à chaque fois, même s'il va le faire qu'une fois, quoi. Ok, donc là maintenant ça c'est fait, et à partir de là il va falloir penser à effacer et se repositionner sur la zone de saisie, et ça normalement on doit le faire tout le temps, c'est à dire que qu'on ait saisi une valeur ou qu'on ait saisi une valeur de la phase 1 ou une valeur de la phase 2, vous voyez là, si c'est phase 1 je dois faire efface, et si c'est phase 2 ici, je dois faire efface aussi. Donc, a priori, et là, pareil, dans le else, je dois faire efface. Donc, je dois faire efface un peu partout. Donc, a priori, mon efface, je devrais pouvoir le positionner. Alors, pour le moment, je vais le mettre en commentaire ici, puisque j'ai besoin de le mettre dans cette partie-là, et ici aussi. Donc, j'ai presque envie de dire, pourquoi ne pas le mettre directement ici, pour qu'il soit toujours fait. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, là, j'ai préféré mettre en commentaire. Pourquoi? Parce que dans le cas où je me trompe, eh bien, éventuellement, je pourrais modifier. Vous voyez que même dans le cas où j'efface, c'est-à-dire que si effectivement je dois faire efface absolument tout le temps, eh bien, peut-être que je pourrais le mettre à l'extérieur. Bon, on va voir que peut-être ça ne sera pas le cas. Hein, donc, pour le moment, on va laisser comme ça. Alors, je vais tester hein, pour voir si effectivement il me met correctement les messages et s'il compte correctement le nombre d'essais. Alors cette fois-ci, vous voyez, on voit correctement le nom. Bon, alors, je vais saisir une première valeur. Donc, je vais saisir par exemple 43. Puis je fais OK. Je passe à essai. Alors, si je saisis un essai qui n'a pas de sens, donc par exemple 125, et je fais OK, vous voyez qu'il ne se passe rien, il ne m'affiche pas le nombre d'essais, il ne va pas incrémenter essai non plus, donc ça se passe plutôt bien. Si je saisis A, pareil, il m'efface, il me repositionne et je suis toujours sur essai. Bon, par contre, si je saisis par exemple 50 et que je fais OK, là il me met essai numéro 1, 50 est trop grand, donc ça c'est très bien. Si je saisis 30 et que je fais OK, essai numéro 2, 30 est trop petit. Si je saisis encore une fois quelque chose d'incorrect, vous voyez qu'il reste sur l'essai numéro 2, 30 est trop petit, il ne modifie pas cet aspect-là. Donc ça c'est très bien. Si je saisis 40, essai numéro 3, 40 est trop petit. Et si je saisis 43, et là il me dit essai numéro 4, et bravo, c'était bien 43. Donc vous voyez que là, tout se passe plutôt correctement. Alors maintenant, ce que j'aimerais, c'est que une fois que j'ai ça, je ne dois pas pouvoir saisir une autre valeur. Parce que là, regardez ce qui se passe. Si je saisis par exemple 46, il me dit, et c'est numéro 5, 46 c'est trop grand. Bon, c'est un peu dommage ça. Alors l'idée, c'est que à partir du moment où j'ai trouvé, eh bien, ce qui devrait se passer, c'est qu'on devrait revenir au jeu. Mais si on revient directement au jeu, on verra pas le message s'afficher. Donc, ce qu'il faudrait, c'est mettre le focus sur le bouton de façon à inciter la personne à cliquer sur rejouer. Et puis, effacer la zone et repositionner le curseur ici. Mais attention, ça serait bien en plus qu'on ne puisse plus saisir dans la zone. Donc, on ne peut pas saisir tant qu'on n'a pas cliqué sur rejouer. Ok, donc on va faire tout ça. Donc là, alors quand est-ce qu'on trouve? C'est ici. Alors quand on a trouvé bravo et qu'on a le message qui affiche le fait qu'on a trouvé, qu'est-ce qu'on a dit qu'on voulait faire? Eh bien, qu'on efface la zone. Donc là, alors vous allez dire, mais on a déjà effacé un peu partout. Oui, mais là, après effacer, il faut qu'on mette le focus. Et du coup, le focus, il faut le faire après effacer, parce que efface positionne déjà le curseur. À moins qu'on se contente juste d'effacer la zone au lieu d'appeler efface. Mais si je veux appeler, mettre le focus après avoir effacé, du coup, je suis obligée de mettre le efface à cet endroit-là. Donc là, je vais mettre le focus sur BTN rejouer. Donc là, je mets focus.
Voilà. Et puis, j'avais dit que il fallait faire en sorte que la zone, donc le txt valeur, ne soit plus modifiable. Et ça, c'est avec enable. Donc là, enable, je vais le mettre à false. Mais alors attention, si je le mets à false, il doit pouvoir repasser à vrai quand on démarre quand on va redémarrer le jeu. Et ça, c'est quelque chose qu'on va faire entre autres derrière le bouton rejouer. Donc là, il nous faut coder le bouton rejouer, donc ce bouton-là. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire derrière ce bouton? Alors déjà, on va mettre donc clic sur rejouer. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire derrière ce bouton? Oups, là c'est normal, c'est parce que le code, le cartouche n'était pas terminé. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire ici? Eh bien, on veut à nouveau rendre invisible ce groupe-là. On veut repasser à essai à 0 et on veut se repositionner là-dedans et on veut remarquer essai entre 1 et 100. Ça vous rappelle pas quelque chose? On a déjà fait tout ça quand on a fait le load. Phase 1, ensuite on a effacé, on a mis valeur entre 1 et 100, et puis on a rendu invisible le groupe d'en dessous. Donc ça veut dire que tout ça, ça serait bien que je puisse l'appeler plusieurs fois. Donc l'idéal, ce serait que je fasse une procédure non événementielle que je vais appeler init, par exemple, et qui va me permettre d'initialiser un jeu. Donc je vais préciser au niveau cartouche, initialisation d'un nouveau jeu. Voilà. Alors, là-dedans, je vais mettre ces 4 lignes-là. Donc du coup, je peux les effacer d'ici et les mettre dans ma procédure non événementielle. Du coup, là, j'appellerai la procédure init au tout début. D'ailleurs, le efface, ça serait plus sympa de l'appeler à la fin parce qu'il positionne le focus, donc comme ça, on est sûr qu'il se positionne correctement. Et puis là, le txt valeur, il faut penser à le rendre visible, donc txt valeur, enfin le rendre enable plutôt, enfin modifiable. Donc txt valeur enable, il faut le remettre à true parce que vous avez vu qu'on le passe à false quand on est à la fin du jeu. Donc là, ma procédure init, eh bien il va falloir l'appeler ici en fait. Quand on a dit bravo, non, oula. J'ai mis bravo de façon bizarre. Voilà. C'est plutôt, pardon, au moment où on reclique sur le bouton, on clique sur le bouton rejouer, on va appeler la procédure init qui va permettre en fait de relancer le jeu, donc effacer la zone, etc. Alors, est-ce que on va tout de suite tester déjà si ça fonctionne. Si on va redémarrer, on lance l'exécution. Voilà, donc là, si je saisis 72 et je fais OK, il me passe à l'essai. Donc là, je saisis 50, OK, c'est trop petit, 80, c'est trop grand. Et si je tape 72, alors vous voyez, il me met essai numéro 3, bravo, c'est bien 112. Vous voyez qu'il a positionné le focus sur le bouton, c'est-à-dire que si je valide, au lieu de cliquer, il le prend d'office. Je ne peux pas saisir dans cette zone. Par contre, je peux encore faire OK, mais le OK n'a aucun effet puisque de toute façon, il n'y a rien dans la zone. C'est juste qu'on perd le focus. Je pourrais d'ailleurs rendre enable le OK aussi. Voire même, je pourrais rendre enable toute la zone essai entre 1 et 100, la rendre enable, pourquoi pas. Hein, et ça permettrait carrément d'interdire le OK, et du coup, on ne pourrait même pas perdre le focus sur le bouton rejouer. Si je clique sur rejouer, vous voyez, ça marche bien. Je reviens ici, je reviens au début du jeu, je peux saisir une autre valeur, donc par exemple 41, et si je fais OK,
là par contre il ne veut plus, donc effectivement il y a non, non, c'est bon, pardon, c'est moi qui dis n'importe quoi. Donc là, il est bien passé en essai, donc 41. Donc là, si je saisis 50, je fais OK. Donc là, j'ai essai numéro 1. Donc à nouveau, on recommence à l'essai numéro 1. 50 est trop grand, et ça fonctionne très bien. 30 est trop petit, et je ne sais plus ce que j'ai saisi, 41. Voilà, et vous voyez à nouveau, je suis là. Alors, ce qu'on va améliorer, c'est effectivement rend enable carrément toute la zone, plutôt que rend enable juste la zone de texte, de façon à ce que ce soit qu'on nous empêche carrément même de cliquer sur OK. Donc on va faire tout de suite cette modification. Je quitte le jeu. Voilà, et je vais au niveau de mon initialisation. Donc le texte et valeur enable à true, je vais faire plutôt le groupe, le grp valeur enable à true, et le grp valeur que j'avais mis à le texte et valeur, c'est carrément donc grp valeur que je vais mettre à false. Donc voilà, ça c'est déjà une chose de faite. Et maintenant, ce que j'aimerais un petit peu améliorer, c'est que lorsque je suis dans le design, ce que j'aimerais, c'est que au lieu de cliquer sur OK, quand je valide sur la zone de texte, parce que c'est vrai que spontanément, quand on tape un texte, on a plus tendance à valider directement plutôt que cliquer sur OK. Et bien, j'aimerais que ça fasse la même chose que quand on clique sur OK. Et ça, on sait faire. Alors, on sait faire, mais ce n'est pas en double-cliquant sur la zone de texte, parce que ce n'est pas le change qui nous intéresse, mais c'est l'événement keypress. Alors, je sélectionne la zone de texte, je vais dans les événements, et là, vous allez voir que dedans, il y a l'événement keypress, voilà, qui se produit lorsque le contrôle a le focus et que l'utilisateur appuie sur une touche et la relâche. On n'a pas d'événement sur la validation directe dans la zone. Il va falloir qu'on le crée. Donc si je double-clique sur keypress, vous voyez, j'ai la procédure événementielle qui se crée automatiquement. Donc là, je vais mettre appui, ou plutôt saisie d'une touche dans la zone de saisie. Et là, qu'est-ce qu'on veut faire sur cette saisie? On veut faire idem que clic sur OK. Alors attention, si validation. Hein. Donc la première chose que je dois vérifier, c'est si la touche pressée est la touche validation. Et ça, pour une fois, on va utiliser un paramètre qui est présenté ici, le E. Le paramètre E contient le code de la touche pressée, le keypress event args. Donc là, il faut que je teste, je fais un if, et je vais regarder sur E, point, et je vais récupérer le keychar, c'est-à-dire obtient ou définit le caractère correspondant à la touche activée. Et ce keychar, si c'est la validation, alors comment je peux savoir si c'est la validation? Bon, je pourrais donner carrément le code ASCII de la validation, mais je préfère faire les choses proprement. Dans la classe case, on va dire comment vous pouvez deviner ce genre de choses. Vous faites des recherches sur Internet pour trouver. Moi aussi, je ne peux pas deviner ce genre de choses toute seule. Donc, en faisant des recherches sur Internet, vous pouvez trouver toutes ces informations. Et là, vous voyez, il y a toutes les touches. Alors, si je me balade, il y a vraiment toutes les touches de fonction, etc. Et entre autres, si je tape return, vous voyez, j'ai la touche return. Alors, il n'est pas content. Pourquoi? Parce que impossible d'appliquer le égal entre char et case, parce que ça me retourne un objet de type case. Il suffit que je le transtype en char avec un transtypage simple, puisque char c'est un type simple. Donc là je fais char entre parenthèses devant, et vous voyez là il est content, il me transtype le key return en code ASCII tout simplement, du caractère, et il peut le comparer avec keychar. Donc si jamais j'ai tapé la validation, qu'est-ce que je veux faire? Je veux faire les mêmes choses que le bouton valider. Le bouton valider, l'air de rien, c'est tout ça, quoi. Alors, soit je mets tout ça dans une procédure événementielle, non événementielle, pardon, que j'appelle deux fois.
soit je peux très bien, et c'est ce que je voulais vous montrer, appeler une procédure événementielle comme si c'était une procédure non événementielle. Et bien ça, il suffit que je tape BTN et vous voyez qu'il me propose le BTN validé clic. Donc je peux appeler BTN validé clic, mais attention, c'est une procédure qui attend 2 paramètres. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que je peux bien envoyer comme paramètres? Et bien de toute façon, on ne les utilise pas, ces paramètres. Ce sont 2 paramètres de type objet. Et bien il suffit que je les initialise à vide, donc que j'envoie nul au premier paramètre et nul au deuxième paramètre, et il va m'appeler le bouton, le code qu'il y a derrière BTN validé, tout simplement, et ça va marcher parfaitement. Enfin, il me reste un petit détail, j'ai mis des effaces un peu partout, un peu n'importe comment. Donc là, on avait dit qu'il y avait un efface qui se faisait avant le BTN rejouer.focus et qui permettait donc d'éviter de replacer le focus au mauvais endroit après avoir fait tous ces tests-là. Alors, soit on reste comme ça, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, j'enlève ceci et j'enlève ce commentaire et le efface ici, je l'enlève. Et donc ça suppose qu'il faut que je mette un efface. Donc là j'en ai un là. Là il m'en faut aussi un dans le else, à la fin du else. Donc si c'est trop grand ou si c'est trop petit, à ce moment-là derrière, on va faire un efface. Voilà. Bon, on va tester si tout le programme fonctionne. Voilà, donc je saisis une valeur, donc 39. Alors, si je fais validation au lieu de cliquer sur OK, alors il se passe rien. Donc, il doit y avoir effectivement un petit problème. Si je fais OK, là, ça fonctionne. Ah non, mais là, carrément, il part dans les essais. Ah oui, non, ça a fonctionné. Ça a fonctionné, mis à part qu'il n'a pas effacé la zone correctement. Donc, voyons un petit peu ce qui s'est passé. Donc là, j'appelle le bouton valider dans le cas où j'ai appuyé sur return. Alors, voyons. C'est le efface, en fait, qui s'est mal passé de toute évidence. Alors, effectivement, j'avais laissé en commentaire ici. Donc voilà, c'est ce efface qui est mal placé. Ça me permet de voir au passage que j'ai oublié de compléter le commentaire du cartouche pour la phase 2. Quand on est en phase 2, on va contrôler aussi le nombre et on va contrôler l'essai tout simplement. Contrôle de l'essai et affichage. Affichage. Je vais y arriver. Des messages, hein, donc le nombre d'essais, etc. Ok, allez, on va pouvoir retester. Donc je saisis par exemple 26 et je valide. Et vous voyez là, la zone s'est effacée, je suis passé à l'essai. Donc ça a bien marché exactement comme si j'avais cliqué sur OK. Si je saisis 50 et que je valide, il me met bien et c'est numéro 1, 50 trop grand. Si je saisis 20 et que je fais OK, eh bien c'est la même chose que si j'avais validé. Et je ne sais plus ce que j'avais saisi, 26, et si je valide, voilà, il me met bravo, et c'est bien 26. Et vous voyez, le focus est là, et vous voyez que cette zone est entièrement grisée, hein, c'est ce qu'on avait voulu, hein, pour éviter de cliquer dans cette zone. Donc soit je peux quitter, soit je peux rejouer. Et en rejouant, ben, je me retrouve sur valeur, et là je peux ressaisir une valeur validée, et puis un essai où je mets 70 trop petit, et si je tape 80, voilà, bravo, et il me repropose de jouer. Notre petit programme est terminé. Alors, je me doute bien que vous n'avez pas fait toutes les... Vous n'êtes pas parti dans la même direction, vous n'avez pas du tout le même code, et ça c'est normal. Plus on part dans des programmes un peu évolués, plus on a des codes différents. L'idée c'est toujours d'essayer d'optimiser le code. Donc vous voyez que l'utilisation de procédures non événementielles est quand même très pratique et vous permet d'éviter les répétitions de code. Donc il ne faut pas s'en priver, il faut les utiliser au maximum.
et vous voyez qu'on peut faire des améliorations. Alors l'idée c'est toujours de partir du principe que l'utilisateur peut cliquer n'importe où, peut faire n'importe quoi, et le but c'est d'éviter ce genre de problème, d'où les zones en grisé, d'où le fait de rendre invisible certaines zones, d'où le fait de positionner le curseur pour faciliter la saisie de l'utilisateur, etc. Vous voyez que dans le mode graphique on commence à faire des choses qui sont très jolies et qui peuvent aller très loin dans le perfectionnement d'un programme. Voilà, je vous dis à très bientôt et surtout pensez à coder.